Oui, alors les OGM, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en France, à force que ce soit un totem dont il est impossible de parler, peu de gens en fait prennent le temps d'expliquer ce que sont ce qu'on appelle les organismes génétiquement modifiés. En fait, c'est une catégorie qui est complètement trompeuse, parce que les OGM, ils sont obtenus par une technique, mais ils sont extrêmement divers. Pour vous donner des exemples, actuellement, l'hormone de croissance est produite par des techniques de génie génétique, donc c'est, si vous voulez, un OGM. Le vaccin contre la rage, de la même manière, est produit par génie génétique, et lorsque la rage est revenue en France à partir des frontières de l'Est, on a par hélicoptère lancé des appâts aux renards, puisque ce sont les animaux sauvages qui trimballent la rage, disons, et qui la communiquent aux animaux domestiques, et c'était aussi des OGM. Et puis, il y a un certain nombre de plantes qui sont obtenues par croisement classique et d'autres qui sont obtenues en introduisant une séquence génétique venant d'un autre type de plante. Et là aussi, ce sont des OGM. Donc, pour revenir sur les plantes génétiquement modifiées, qui sont une des catégories d'OGM, ces plantes génétiquement modifiées sont très diversement utilisées et perçues dans le monde. Actuellement, aux États-Unis, ça doit être à peu près 80% des grandes cultures, soja, coton, maïs, qui sont OGM, parfois même plus. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des semences, des variétés qui ont été obtenues par des techniques d'introduction de caractéristiques dans le génome du maïs. Alors ces maïs qu'on appelle génétiquement modifiés, ces variétés de maïs génétiquement modifiées, parfois elles ont été modifiées pour résister à un parasite, par exemple la pyrale, qui est un parasite qui dévaste les cultures. Parfois, ils ont été modifiés pour résister à un herbicide. Et là, c'est assez différent, puisque l'idée est que le maïs est résistant à cet herbicide, vous appliquez l'herbicide sur le champ, les mauvaises herbes meurent, mais le maïs résistant à cet herbicide survit, par définition. Donc vous voyez bien que déjà, entre les deux maïs que je vous décris, le maïs OGM résistant à un parasite du maïs ou le maïs OGM résistant à un herbicide, déjà implicitement, on est sur des modèles d'agriculture assez différents. Donc les OGM, je vous le disais, aux États-Unis, au Canada, en Chine, sur plusieurs continents, en Amérique du Sud, sont largement cultivés. Et dans certaines zones du monde, comme en Europe, les consommateurs, les citoyens, n'ont pas voulu des OGM. Alors c'est intéressant de se demander d'abord pourquoi cette différence d'attitude devant les OGM, et ensuite quels OGM, et puis peut-être après de s'interroger sur l'avenir. Alors pourquoi ces différences d'attitude? Bon, c'est très difficile à expliquer en quelques minutes, mais si je dois décrire ce qui s'est passé en Europe par rapport aux États-Unis, je dirais qu'il y a plusieurs éléments très décisifs. D'abord, aux États-Unis, les espaces sont très vastes, et donc tout ce qui est espace consacré à l'agriculture est considéré comme un espace anthropisé, comme un espace utilisé, comme un espace industriel, si vous voulez. Et à côté de ces espaces agricoles, vous avez de grandes étendues de nature qui, elles, sont considérées comme des espaces naturels. En Europe, où l'habitat est beaucoup plus dense, les superficies sont beaucoup plus faibles, finalement, il n'y a plus de nature qui n'a pas été cultivée. Ce qu'on appelle nature, c'est une nature forestière ou une nature agricole. Et donc les exigences des citoyens par rapport aux pratiques des agriculteurs ou aux pratiques des forestiers sont extrêmement différentes, puisque on parle d'entretien de la nature. D'une certaine manière, les agriculteurs sont là aussi pour entretenir la nature. Donc c'est une première différence majeure entre les continents. Deuxième type de différence majeure, c'est qu'aux États-Unis, la réglementation est faite en fonction du produit final, quelle que soit la technologie d'obtention. C'est ce qu'on appelle l'équivalence en substance. Et donc, les OGM, en état final, ça fait une variété de maïs. Si on montre qu'il y a une équivalence par rapport au maïs classique, on n'a pas besoin d'étiqueter. Et disons que les procédures d'autorisation sont assez légères si on arrive à montrer que le maïs donc, est ce qu'on appelle équivalent en substance. En Europe, très vite, on a choisi, à la demande des citoyens européens, d'être transparent sur le fait que ça a été obtenu par ce procédé de génie génétique. Et donc,
D'abord, il y a des procédures d'autorisation qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus exigeantes, puisque tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, donc c'est un système d'autorisation positive, et on doit montrer avant autorisation d'introduction ou avant autorisation de mise en culture que l'OGM ne présente aucun problème, ni vis-à-vis de la santé du consommateur, ni vis-à-vis de l'environnement. Et puis, autre chose, comme en Europe, il n'y a pas cette affaire d'équivalence en substance, on étiquette, il y a une obligation d'étiquetage dès qu'on a une concentration assez faible, dès qu'il y a présence de l'OGM dans le produit. Donc deux différences fondamentales, dont vous voyez qu'à la fois elles viennent d'une démarche différente au moment où on autorise une innovation. Les États-Unis autorisent beaucoup plus facilement les innovations, et d'autre part où il y a une exigence de connaissance par le consommateur, de possibilité de choix par le consommateur, qui est différente également. Et ça a conduit, tout ça a conduit à ce qu'il soit beaucoup plus difficile d'autoriser et de cultiver des OGM en Europe par rapport à, disons, à peu près, enfin, la majorité des autres parties du monde. Alors, quel avenir pour les OGM? Les OGM, je ne sais pas quel type d'OGM seront proposés à l'avenir. On voit bien qu'un OGM résistant, par exemple à un parasite, permet d'abaisser les consommations de produits phytosanitaires. Donc dans le monde, maintenant qu'on a quand même pas mal d'années d'expérience, hein, tout ça, ça date à peu près un peu avant les années 90, donc on a plus de 20 ans d'expérience des cultures d'OGM, on peut dire que dans le monde, selon l'OGM utilisé, parfois ils ont permis d'abaisser l'utilisation des produits phytosanitaires, parfois ça n'a pas été le cas, parce que, par exemple, pour les OGM résistants à des herbicides, eh bien, ça spécialise les herbicides utilisés sur les surfaces cultivées en OGM, et donc ça, comment dire, ça concentre, par exemple, si un produit, le glyphosate est utilisé en association avec l'OGM résistant au glyphosate, ben forcément vous avez plus de glyphosate utilisé, donc des risques de rémanence dans les milieux qui sont augmentés. Et certains OGM ont de fait montré un bilan extrêmement positif vis-à-vis de la santé. Je vous donne en Chine l'exemple des OGM du coton résistant à un parasite. Auparavant, les agriculteurs étaient quand même... on a des exemples de maladies liées à des applications sans précaution de produits phytosanitaires dans ces conditions-là. Et une fois qu'on a utilisé l'OGM, de fait, la consommation des phytosanitaires a beaucoup diminué et donc l'état de santé des populations s'est trouvé amélioré. Voilà, et ça, vous en avez des exemples. Bon, maintenant, on a du recul et on peut prouver que dans plusieurs parties du monde, ça a été le cas. En revanche, si vous regardez les cultures maïs résistants à des herbicides, vous voyez bien que l'état écologique, le bilan écologique de ce type de mise en culture est très différent et parfois a posé des problèmes environnementaux. Donc on a parlé de sélection, de sursélection de mauvaises herbes, puisque celles qui résistaient se retrouvaient dominantes. Vous voyez, donc on peut avoir des problèmes écologiques liés à l'utilisation d'OGM. Alors quelle perspective? Moi je dirais, bon, évidemment savoir si ce sera mis en culture et si ce sera consommé, c'est vraiment une décision de citoyen et de consommateur. Et en Europe, je pense que le fait de donner le choix permet explicitement que ce soit une décision de consommateur au moment de l'acte d'achat et de citoyen au moment de la procédure d'autorisation. Mais en tous les cas, en tant que chercheur, il me semble indispensable de garder un niveau de compétence pour savoir comment on fait des OGM et comment on expertise ces OGM, puisque partout dans le monde ils circulent. Il ne faudrait pas que l'Europe soit incapable de dire si oui ou non cet OGM est souhaitable et si oui ou non on peut l'autoriser en Europe. Donc il faut garder une expertise dans nos pays et c'est pour ça que ça me semble particulièrement important que les chercheurs puissent continuer à travailler, que les chercheurs puissent continuer à expérimenter, ne serait-ce que pour poser les bonnes questions quand on demande une autorisation en Europe, et ne serait-ce aussi que pour pouvoir innover si un jour, dans les conditions climatiques de demain, de nouveaux parasites arrivent ou des maladies contre lesquelles on ne saurait pas lutter arrivent. Je vous donne un exemple, en Afrique actuellement on a une rouille du blé qui est en train de se répandre, pas de méthode classique pour lutter contre cette rouille. De fait, vous savez qu'une sélection classique c'est entre, disons, 10 à 15 années pour arriver à faire un nouveau, mettons un blé résistant à cette maladie, une fois qu'on aurait trouvé la ressource pour le faire. Par génie génétique, sous forme d'OGM, vous pouvez obtenir beaucoup plus vite
le blé résistant par exemple à cette maladie. Donc vous pouvez avoir des urgences qui permettent, enfin qui nécessitent pour nourrir le monde à ce moment-là d'utiliser cette technique de génie génétique. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense qu'en tous les cas au niveau de la recherche, il faut qu'on reste compétent et qu'on reste capable d'expertiser et le cas échéant d'innover. Alors quel avenir pour les plantes génétiquement modifiées en Europe? Ce seront les citoyens et les consommateurs qui décideront. En tant que chercheur, en tant que consciente du fait, en tant que personne consciente du fait que dans le monde, les OGM sont développés, je pense qu'il faut que l'Europe, quoi qu'il arrive, reste compétente, sache comment regarder ces OGM, comment ils sont construits, s'ils sont sains, s'ils posent ou non des problèmes vis-à-vis de l'environnement, et enfin, quelles caractéristiques sont souhaitables pour les sociétés de demain.